Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Salut Mathis. Salut Pauline. Donc on lance aujourd'hui le premier épisode de Flamen Talk. Exactement. Le talk show qui parle de médias créé par des étudiants du QEJ. Et on est hyper content de lancer cette émission. Ça fait quoi, 1 mois, 2 mois qu'on travaille dessus. Ouais. Et voilà, on est ensemble pour 1h30 jusqu'à juste avant 20h. Et puis on aura des chroniques et puis plein d'autres choses. Ouais. On est assez impressionnés, vous êtes déjà 30 sur le live, on s'y attendait pas du tout, mais c'est génial. Pour cette première émission, donc, on va parler du monde des médias, mais principalement du monde des médias locaux. Pourquoi on va parler de ça ? D'où vient cette idée ? Eh ben, les médias locaux, faut savoir que c'est les médias qui sont les plus importants dans la vie des gens. Ils façonnent la manière dont on voit le monde. Et nous, on voulait parler de ces médias-là. Voilà. Sur Twitch, parce que c'est le côté spontané aussi qui nous fait plaisir. Exactement. Et pour en parler, du coup, on est entouré d'une dizaine d'étudiants de notre promo et d'un invité exceptionnel. Bonsoir Pierre-France. Oula, oui, d'accord, exceptionnel, dès le début. On met la pression on met tout les de suite. choses, d'accord, ça dit les termes. Donc vous êtes le fondateur de Rue 89 Strasbourg et directeur de la publication aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Si vous voulez dire quelques mots sur ce qu'est Rue 89. Oui, je pense qu'on y reviendra. Rue 89 Strasbourg, c'est un petit média local. Effectivement, ça fait partie des médias qui sont importants pour une partie des gens. En tout cas, nous, on l'espère. Voilà, on fait des enquêtes et de l'actualité. Ok, et tu es là, du coup, pendant tout le temps de l'émission pour réagir aux chroniques et pour nous donner un peu des expériences que tu as pu voir dans ta vie de journaliste, parce que tu es journaliste depuis la fin des années 90, c'est ça ? Oui, en fait, moi je suis sorti de la même école que vous en 99, donc dans la plus grande tradition du QEJ. Moi je suis là jusqu'à ce que les concierges nous virent. C'est parfait, on va te tenir jusque là du coup, et tu parlais de chronique tout à l'heure. Et ouais, on va commencer avec un sommaire déjà, pour voir un peu où est-ce qu'on va aller aujourd'hui. Et on va commencer avec toi Marius. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Ça fait plaisir de t'avoir. Oui, très content d'être ici aussi. On va commencer avec toi. Toi, tu vas un peu nous faire un panorama de ce que sont les médias locaux aujourd'hui en France. Voilà, principalement. C'est un peu l'idée. Et puis, on aura ensuite Paul et Laurent qui vont nous parler de France 3 et de France Bleu, qui se sont renommés ici récemment. Et qu'ils ont pu voir aussi en stage le mois dernier. Ils vont nous parler un peu de tout ça. C'est ça. Ensuite, on fera une petite pause avec un jeu qu'on a nommé le Juste Titre. Un vrai ou faux, mais avec des titres de presse quotidienne régionale. On a trouvé les plus débiles sur le compte Insta à Juste Titre. Grosse dédicace à eux d'ailleurs. Grosse dédicace à eux, ils nous ont beaucoup aidés sur ça. Et on partira à l'international, on fera un tour aux États-Unis avec Tom qui va nous parler d'une étude faite par l'école de journalisme de l'Illinois, une école de journalisme dans l'Illinois, pardon. On les salue s'ils nous écoutent, sur la disparition des titres de presse locale. Exactement. Ensuite, Mathis va nous parler des correspondants locaux qui sont importants dans l'écosystème des médias locaux. Et il a parlé avec 5 ou 6 d'entre eux et on va voir qu'ils ont un peu des témoignages forts quand même. C'est ça. Et ensuite on partira des... Attends, je suis perdue maintenant. Ensuite c'est sur les influenceurs. Oui, bien sûr, avec Kim. Et on verra comment ils existent ou ils coexistent avec les médias locaux, la concurrence qui existe entre les deux et comment les médias locaux s'adaptent sur les réseaux sociaux avec l'arrivée notamment des influenceurs locaux. Tout à fait. Et puis en dernier point... En dernier, ce sera avec Monsef qui nous parlera des vidéos web. Et voilà, donc ça fait déjà beaucoup de chroniques, on pourra me charger, donc on beaucoup va d'informations et on commencer a... tout de suite. Ouais, tout à fait. Marius, Yes, bonjour. Alors, rebonjour à tous. Eh bien, Mathis, toi, tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure quand tu introduisais le sommaire, c'est que les médias locaux, eh bien, on les côtoie quotidiennement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la France en est recouvert. Il y a un maillage territorial vraiment très fin de médias locaux. Alors, je vais vous montrer une carte de 2024 issue des données de l'association West Media Lab. Chaque point que vous voyez sur cette carte représente une rédaction locale. Elles sont au total 2647. Et encore, c'est seulement celle que l'association a pu recenser.
2647, c'est énorme, mais c'est quel genre de médias? Alors il y a tous les types de médias qui sont représentés, Pauline. La presse écrite, la presse web, la télévision, la radio aussi, bien sûr. Alors c'est des radios qui vont du petit studio associatif, de la station qui diffuse à 30 km à la ronde. Moi j'ai commencé dans des radios comme ça, jusqu'aux rédactions de Radio France en décrochage local, les fameux France Bleu, qui ne s'appellent plus France Bleu aujourd'hui, mais ici, qui résultent en fait de la fusion de France Bleu et de France 3. Et ces médias peuvent être associatifs, publics ou privés. D'ailleurs, parmi les principaux groupes de presse, si je peux vous donner les groupes de presse en PQR en France, on trouve le groupe SIPA qui détient Ouest France, le groupe EBRA qui couvre tout l'Est de la France, le groupe La Voix qui s'intéresse au Nord, le groupe Sud-Ouest, le groupe Centre-France ou encore le groupe Dépêche du Midi. Tu parlais des radios locales associatives, vraiment je pense à Radio Campus, Oui, toi je tout à pense, dédicace à eux. Et du coup, il y en a énormément de ces médias, tu l'as dit. Et la question, c'est est-ce que cette presse locale-là, elle l'intéresse toujours? Parce que c'est vrai que quand on parle de presse locale, de journaux comme ça, c'est vrai qu'on se dit c'est un truc de vieux, quoi. On peut... Enfin, je sais pas. Moi, ma mamie, elle est abonnée à ce genre de trucs, mais nous, c'est vrai qu'on consomme ça... on consomme moins ça, tu vois. Ouais, Est-ce que fais ça attention, intéresse Mathis, toujours quand même, parce que tu risques bien d'y travailler. Oui, c'est clair. Eh bien oui, Mathis, la presse quotidienne régionale, aussi appelée PQR, elle est lue par 43 millions de Français chaque mois. C'est le nombre de lecteurs en web et en print, donc en version papier. 2/3 de la population française, donc, et avec près de 630 000 exemplaires tirés chaque mois, Ouest France se classe en premier dans la presse écrite française, devant des médias nationaux comme Le Figaro ou Le Monde. Et donc ça veut dire que tout va bien pour la presse locale? Eh bien non, pas vraiment. Les fidèles de la presse régionale sont majoritairement des personnes âgées qui malheureusement ne sont pas éternelles. Les ventes ont tendance à baisser d'une année à l'autre, les prix augmentent et le Covid a un impact sur les caisses. Entre 2010 et 2021, la diffusion papier de la PQR a baissé de 37% par exemple. En outre, la presse locale s'est un peu moins diversifiée par rapport à la presse nationale. Durant l'été 2023, le Crédit Mutuel, qui contrôle le groupe EBRA, donc le groupe de presse quotidienne régionale de l'Est de la France, a recapitalisé plusieurs de ses titres à hauteur de 300 millions d'euros pour assainir leur caisse. Et en ce qui concerne la radio, les radios associatives ont eu très très peur fin 2024. Le projet de loi de finances pour 2025 mené par le gouvernement de Michel Barnier menaçait de couper de 30% les subventions destinées donc aux radios associatives. C'est une subvention qui s'appelle le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, mettant en péril l'avenir de beaucoup de ces radios dont un certain nombre ne diffusent pas de publicité. La motion de censure et un vote inverse des sénateurs ont annulé le projet, mais le FSER est un fonds qui reste encore sujet à beaucoup d'attaques politiques. D'accord. Et ensuite, il y a aussi les réseaux sociaux. Là, on est sur Twitch. Les réseaux sociaux, et ils accentuent un peu la concurrence avec la PQR qui est, comme j'ai dit, un peu moins présente sur ces médias-là, quoi. Et oui, tout à fait. On constate le développement de plusieurs comptes d'influenceurs locaux sur les réseaux sociaux qui pourraient faire de la concurrence avec les titres de PQR. Je crois que Kim en parlera un petit peu mieux que moi. Exactement. Mais par exemple, j'ai un cas qui me vient en tête d'une ville que je connais bien, qui est Lille, avec un compte qui s'appelle Lille Addict, qui à la base faisait plutôt de la promotion d'événements, et qui est devenu aujourd'hui un véritable média, plus de 440 000 abonnés sur Instagram, et qui pourrait faire une vraie concurrence à La Voix du Nord. On peut préciser tout de même que selon la dernière étude de Kantar, la presse régionale reste celle que le public considère comme étant la plus crédible. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup vraiment Marius pour cette superbe carte que je vais imprimer. Cette superbe chronique. Moi j'avais peut-être une question pour toi Pierre. Comment vous avez développé une stratégie peut-être sur les réseaux sociaux de Rue 89? Est-ce que vous êtes quand même assez présent? Ouais, alors dès qu'on parle de réseaux sociaux, il faut immédiatement préciser la date à laquelle on parle, parce que l'écosystème des réseaux sociaux s'est transformé. C'est-à-dire que quand on a lancé Rue 89 Strasbourg, c'était en 2012, donc ça remonte à 12 ans, 13 ans, et les réseaux sociaux étaient extrêmement porteurs pour les médias. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont changé de stratégie et ont plutôt tendance à enfermer les médias dans un rôle d'apporteur de contenu pour le réseau social. Ça, c'est quelque chose que nous, on refuse, que plein de médias refusent. Et aujourd'hui, dans beaucoup de médias, la stratégie n'est plus de développer sur les réseaux sociaux. D'accord.
Et c'est normal, puisqu'en fait, ce sont devenus des concurrents directs. Voilà. Ok. Et du coup, ça laisse un peu une porte ouverte à plein de comptes sur les réseaux qui pourraient faire de l'information. Et puis Mais ça, faire des choses comme ça, de quoi. toute façon, ça change rien. En fait, les gens qui créent des comptes, qui informent sur les réseaux sociaux, il y en a toujours eu dès le début des réseaux sociaux, et c'est très bien. D'une manière générale, le numérique a multiplié les sources d'informations, et ça, c'est formidable. Mais après, c'est vrai qu'il y a des compartiments qui sont restés et qui restent entre qu'est-ce qui est du journalisme, qu'est-ce qui est de l'influence, qu'est-ce qui est de la rumeur, et puis voilà, enfin, chacun évolue dans son couloir finalement. Ok, c'est très bien. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur ce sujet un peu plus tard encore bien sûr, dans l'émission. avec plaisir. Et Marius Bonjour. a disparu et il a laissé sa place à Paul et Laurent. Bonjour, comment ça va? Vous en avez encore beaucoup là, comme ça, qui dans On les en a cartons? 15. Ouais, d'accord. Non, mais c'est formidable. Ça va défiler. Ça va? Ça va? Ça va super. Trop bien. Bah, Incroyable. ça va très bien. Vous avez passé le mois de janvier à France 3 et à Ici. Et bah, écoutez, comment c'était pour vous? Vous êtes aussi arrivé dans une période un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous raconter? Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivé mi-janvier à Ici, anciennement France Bleu, et en fait, je suis arrivé une semaine après le changement de nom là-bas. Et c'est un sujet qui, à la fois, faisait des confusions dans la matinale. Évidemment, l'animateur et le présentateur et le journaliste se trompaient régulièrement, mais au-delà de ça, c'est quelque chose quand même qui était un sujet assez ambiant dans la rédaction. J'ai trouvé à la fois sur qu'est-ce que ça amène en fait ce changement de nom. Et voilà, je ne vais pas trop en dire parce qu'on va développer ça juste après. Ok. Et toi? Et pour ma part, c'était une semaine de stage à France 3 Champagne-Ardenne, à Reims, puis une autre à France 3 Alsace, à Strasbourg. On ne s'occupe pas vraiment de ce qui se passe côté France Bleu ici, lorsqu'on est à la rédaction quotidiennement à France 3 Alsace ou France 3 Champagne-Ardenne. Pour autant, lorsqu'on tente de discuter un peu avec les membres de la rédaction autour de la pause sandwich, on arrive à obtenir quelques éléments de réponse sur comment est-ce qu'ils voient l'avenir du rapprochement dans le service public. Ok. Très bien. Bah justement, du coup, votre chronique, ça va nous parler un peu de cette fusion de France 3, Ici, donc les changements qui ont eu lieu. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, tout d'abord, en 2023, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et son homologue de Radio France, Sybille Veil, elles ont annoncé l'union de France 3 et France Bleu sous la marque Ici. L'objectif affiché, c'était de renforcer la coopération entre les deux médias. Depuis 2019, il faut savoir que sur France Bleu, désormais Ici, certaines matinales sont filmées et diffusées en direct sur France 3. Elles ont été mises en place progressivement dans les différentes matinales, dans les différentes stations, et désormais ce sont 38 stations en France sur les 44 existantes qui à la fois diffusent les matinales radio sur France 3. La collaboration radio-télé sur les matinales, elle s'arrête cependant à la technique. Le contenu en lui-même, il est réalisé uniquement par des journalistes radio, et la mise en image, elle est assurée par un ou une journaliste éditoriste visuelle. Son travail à cette personne consiste à récupérer les images de France 3 et de France Info pour illustrer les enrobés, les sons et les papiers radio. Parfois, ces images, elles correspondent au son s'il y a un GRI ou une GRI de France 3 qui s'est rendu sur le même terrain. Sinon, ils peuvent passer une carte avec par exemple la localisation de la ville et ça peut rester donc à l'écran pendant les 1 minute 15 d'enrobé par exemple. Dans le Nord, là où j'ai fait mon stage, le rapprochement très progressif entre la radio et la télé, il s'illustre aussi par une émission hebdomadaire. Tous les dimanches à 15h, l'émission présentée par Clarence Fabry, intitulée C'est bien ici. C'est une capsule de 25 minutes qui est codiffusée à la radio et à la télé, mais elle est non seulement codiffusée, mais aussi coproduite par des journalistes et des animatrices provenant de France 3 Hauts-de-France, d'Ici Picardie, mais également d'Ici Nord. Il s'agit donc d'une émission qui affiche la marque Ici sur France 3, et c'est loin d'être la seule, n'est-ce pas Laurent? Ici à France 3, l'adverbe aux 3 lettres fait son nid. En septembre 2023, les JT du midi et du soir ont été renommés Ici 12-13 et Ici 19-20. Et depuis novembre 2024, le logo Ici remplace le point 3 qu'on voit à l'écran sur tous les programmes étiquetés région. Pour comprendre ce que ça veut dire, gardons en tête qu'environ un quart du temps d'antenne quotidien est dédié aux programmes faits en région. Un mardi comme aujourd'hui, on retrouverait alors les programmes d'infos du matin, du midi et du soir, un peu d'infos en alsacien bien sûr, un long format type enquête de région ou courant d'Est, donc un documentaire, puis une émission de divertissement comme Cosy ou C'est succulent que les stations de Reims, Nancy et Strasbourg se partagent. Ok. Mais en matière de rapprochement des équipes, il y a encore du chemin. Les documentalismes de France 3 envoient leurs conducteurs à Ici et vice-versa,
mais on présente les contenus tellement différemment en radio et à la télé qu'on aurait encore du mal à prononcer le mot fusion. À part peut-être sur le web, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, pas vrai Paul ? Tout à fait. Le rapprochement de France 3 et France Bleu sous la bannière ICI, il est aussi passé par la création d'une application en avril 2022. La plateforme, elle va bientôt fêter ses 3 ans et comme l'explique Thomas Schoener, journaliste pour ICI Nord, elle pose encore quelques problèmes de synchronisation. L'étape du site web, on n'a jamais réfléchi sur qui allait faire quoi comme article. Donc France 3 aujourd'hui fait des articles que France Bleu, désormais ici, fait également. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves sur l'application ici avec 2 articles qui parlent de la même chose. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, un incendie à Arras. Moi, j'ai eu les informations en pleine nuit parce que je suis matinalier, je suis levé en pleine nuit. J'ai publié un article là à 6h du matin. France 3, ils en ont republié un à 11h. C'est la même chose. Donc cette application et ce site ici, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit côté télé. À France 3, les articles web sont hébergés sur la page Grand Est puis Alsace du site France Info, pas un seul logo ici à signaler. Et Lison Zimmer, alternante à France 3 Alsace et étudiante au QEJ, nous plonge dans l'ambiance d'une conférence de rédaction à l'automne 2024. Déjà avant le 4 novembre, on a eu une réunion avec une dame de la com de ICI qui est venue nous expliquer à quel point l'identité visuelle de ICI allait être renforcée. Et ça a créé quand même un petit débat en conférence de rédaction. Les journalistes présents ont posé beaucoup de questions, ils montraient quand même leur énervement. Ils posaient des questions hyper logiques, notamment en termes de coûts, combien ça allait coûter de refaire tous les micros, de refaire toutes les vestes. Et cette question... Donc la confusion règne donc, comme ici sur le plateau. Puis vient le 4 novembre et la marque ici emménage à la télé. C'est-à-dire que les 62 journalistes de France 3 Alsace sont toujours employés par France Télévisions. Leur travail est toujours diffusé sur France 3, mais dès que c'est un contenu produit par leurs soins, le logo ici plane au-dessus de leur tête. Lison à nouveau nous parle de la grève de ce lundi 4 novembre. Mais il y avait quand même pas mal de journalistes qui se sont mis en grève. Après, de mon point de vue, c'était pas phénoménal comme journée en termes de mobilisation parce que la majorité des grévistes se sont mis en grève pendant 1 heure, le temps du JT. Ce qui a fait, et puis c'était une heure bien choisie, c'était du coup entre midi et 2, donc l'heure où le JT était censé avoir lieu. Du coup, il n'y a pas eu de JT. Bon, pour ne pas croire que ça n'est qu'une affaire de logo, c'est en fait cet aspect presque ainsi du changement de nom qui provoque une levée de bouclier. Nous nageons en eau trouble, nous dit un communiqué de la CFDT. Donc si on nous donne le même nom, est-ce qu'on va nous demander ensuite de faire la même chose, puis avec moins de personnes ? Et cette question, Laurent, on se la pose aussi côté radio, où le changement de nom ne passe pas pour tout le monde. Le 6 janvier, le jour de l'officialisation du remplacement de France Bleu par ICI, la CGT a publié un communiqué titrant « ICI J France Bleu ». Thomas revient sur le flou ambiant, surtout à long terme. Donc il n'y a pas d'inquiétude là dans l'immédiat. Après, c'est plutôt des questions. C'est jusqu'où est-ce que ça peut aller ? C'est-à-dire que là, pour le moment, effectivement, on change de nom. France 3 aussi change de nom. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Pour l'instant, on travaille différemment de la télé. Nous, quand on part en reportage, on continue à faire de la radio. Est-ce qu'un jour, on devra adapter nos reportages aussi pour pouvoir faire de la télévision ? Est-ce que les journalistes qui travaillent aujourd'hui à France 3 vont devoir eux aussi s'adapter pour faire des reportages qui peuvent passer à la radio ? Tout ça, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. On ne sait pas exactement ce qui nous attend lors des prochaines années. D'ici là, à la direction, on se veut prudent. Mathieu Mondoloni, directeur du réseau ICI, admet qu'une fusion brutale ne fonctionnerait pas et rappelle qu'aucun poste n'a été supprimé à ICI depuis son entrée en fonction en 2022. Selon lui, les 3 axes de progression sont la proximité de terrain, les jeunes auditeurs et les réseaux sociaux. Ça implique de nouveaux formats, mais aussi de nouveaux outils, comme l'intelligence artificielle, qu'il estime très utile pour les rédacteurs en chef, de sorte à faciliter leur travail managérial pour privilégier l'éditorial. Pauline, Mathis, Pierre, de votre côté, quelle coopération entre la télé et la radio vous aimeriez voir ? Est-ce que vous voyez d'un bon œil ce rapprochement ? Et est-ce que vous, en tant que futur journaliste et journaliste, ça vous plairait d'avoir à mélanger les 2 formats ? Voilà, qui c'est qui répond à ça ? En vrai, la question, elle est hyper dure. Parce que, en fait, pour moi, de ce que je connais, le peu que je connais de radio et de télé, c'est très différent dans la façon de faire, dans la technique d'approche, les façons de faire. Donc, honnêtement, j'ai du mal à voir comment ça peut se rapprocher plus que ça l'est déjà. Je sais pas trop. Moi aussi, j'ai du mal à imaginer. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, peut-être il y en a beaucoup plus qui font un peu
ils font de la télé, ils font de la radio, ils font du web aussi. Donc peut-être qu'il y a certains médias qui font déjà qui prennent déjà ces initiatives-là. Après, je sais pas aussi, peut-être que ce que vous avez pu observer, je crois que tu me parlais de la matinale de France 3 et que il manquait peut-être quelques trucs à l'image, quoi. Moi, d'un point de vue personnel de ce que j'ai vu, qui est un faible échantillon, mais j'ai trouvé ça... Parfois, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'était diffusé en fait sur France 3, parce que, comme je disais tout à l'heure, des fois on a juste une carte avec une ville, par exemple Béthune, je sais pas, n'importe quelle ville dans le Nord, pas Calais, mais du coup ça manque un peu de vie, et pour quelqu'un qui regarde juste la télé, en fait c'est vraiment juste une matinale radio qui est filmée. Donc de temps en temps, je me disais, est-ce que ces images... Ou alors des fois il y avait des images d'illustration qui ne correspondaient pas en termes d'années, donc il y avait des petits problèmes au niveau chronologique. Donc ça m'a fait soulever ces questions-là. Après, je n'ai pas, moi, la solution. Oui, bien sûr. Moi j'ai une position un peu ambivalente sur le sujet, parce que il y a le journaliste en moi qui dit effectivement avec 2 rédactions on en fait une, et donc ça pose d'énormes questions sur le coût social, et puis évidemment sur quelle va être la qualité, est-ce qu'on va faire plutôt de la télé, est-ce qu'on va faire plutôt de la radio, comment on va faire pour faire les deux avec une seule personne. Évidemment ça c'est des questions légitimes, mais d'un autre point de vue, si je regarde sur la place du service public, on avait d'un côté un service public, donc France Bleu, qui était plutôt bon sur le matin, qui démarre tôt, etc. Mais sur la radio, et puis une autre partie du service public qui était plutôt bon sur la tranche soir, mais qui faisait que de la télé. Et résultat, à l'heure où aujourd'hui les gens se connectent à l'info un peu quand ils en ont envie, un peu en replay, parce que c'est aussi ça quand on fait des captations, c'est pour permettre le replay, ou en podcast, etc. C'est normal que le service public ait envie en fait d'être présent sur toutes les plateformes, sur l'ensemble des créneaux qui sont proposés aujourd'hui aux gens qui s'intéressent à l'info, et surtout à l'info locale. Donc moi je pense que cette réforme de toute façon elle est relativement inévitable. Après il faut absolument veiller à ce que ça se fasse dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des sujets qui soient radio uniquement, faits avec des journalistes qui kiffent la radio, et qu'il y ait des supports télé quand c'est nécessaire. Enfin bref, je pense qu'il faut inventer les nouveaux modes, il faut suivre les évolutions de la diffusion, parce qu'en fait c'est la diffusion là qui dicte la manière dont sont produits les informations. Donc voilà, je pense aux journalistes, surtout les anciens à qui effectivement cette réforme d'ici, là vous l'avez très bien dit dans votre chronique, elle arrive un petit peu de manière non dite, un coup elle arrive puis après elle est repoussée de 6 mois, enfin c'est infernal pour les gens, ils savent plus exactement pour qui ils travaillent. Est-ce qu'il y a un rédacteur en chef d'ici Strasbourg par exemple? Non, donc c'est un problème quand on veut fournir un contenu qui correspond à la même charte éditoriale. Donc ça, c'est encore pas réglé. Donc c'est clair que cette période-là, elle est pas facile à vivre pour les journalistes. Tu parlais d'organisation du travail. Moi, le premier couac que j'ai pu observer, c'est-à-dire que là, la tendance, elle est à la déclinaison des formats. C'est-à-dire qu'on a un reportage type JT, puis après, on se dit, celui-là, il faudrait quand même le décliner sur Instagram et Facebook. Donc la chargée d'édition numérique va le retransformer puis le publier. Ça, à la rigueur, c'est fluide dans comment est-ce qu'on donne une nouvelle façon d'accéder à l'information. Pour autant, quand on veut tourner un format spécifiquement web, fait spécifiquement réseau social, on se dit, ok, celui-là, il va être pour Instagram, ça va être une capsule vidéo. On envoie un rédacteur, tourner format vertical. Par contre, est-ce qu'on envoie un JRI ou est-ce qu'un chargé ou une chargée d'édition numérique est habilitée à filmer un journaliste dans ce cadre-là? Parce qu'elle n'a pas le diplôme de journalisme, pour autant, elle est capable de monter des contenus sur les réseaux sociaux et plus que correctement. Tout ça c'est des questions qui va devoir se poser à France Télé et à Radio France. Je pense que les journalistes, les syndicats de journalistes vont veiller à ce que l'ensemble de la production éditoriale, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, soit assurée par des journalistes, et en tout cas j'espère qu'ils seront vigilants là-dessus. Voilà. Donc c'est évident que le coût social d'une réforme comme ça, il n'est pas neutre, et ça va être aux journalistes de se mobiliser pour
pour que ça se passe le mieux possible et qu'on évite de se retrouver avec des gens qui ne sont pas journalistes à de la production d'informations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir amené votre expérience, parlé de votre chronique. Vous voulez rajouter peut-être un truc ? J'ai un élément de conclusion pour qu'on continue à s'en mêler les pinceaux. Parce que je voulais rappeler qu'en 2013, le service public canadien francophone, Radio-Canada, a opéré exactement le même changement en ajoutant ici, devant toutes ces marques, qu'elles soient radiophoniques ou télévisuelles, pour harmoniser le nom de ces plateformes. Et quelques mois plus tard, rétropédalage, on coupe la poire en deux pour appeler les chaînes ici Radio-Canada. Ce qui fait que le soir, devant votre poste, au Québec, si vous allumez la télé, on se retrouve avec ici Radio-Canada Télé. Bon, vous suivez toujours. C'est le bordel. Voilà, nous non plus. On va s'en aller là-dessus. Et vous souhaite un bon jeu. Belle conclusion. Merci beaucoup. Bah, en vrai, on a pris pas mal de retard, donc le jeu, je pense qu'on va le décaler un peu après pour pas skipper de chronique. Mais ne vous en faites pas, il arrive quand même. Mais juste un peu de suspense, on sait pas quand est-ce qu'il arrive. Mais en tout cas, gros big up aux 36 personnes qui sont là. Franchement, c'est énorme. Ça tient de fou. On par est rapport à monté ce qu'on 50. imaginait. Incroyable. Et merci à ceux qui mettent des messages. Voilà, vous êtes les boss. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, on essaiera de les poser évidemment. Et pendant ce temps-là, on accueille Tom. Bonjour. Comment ça va ? Plutôt. Bah écoute, très bien, très bien. Ouais, alors Voilà. tu es la caution internationale de ce live en vrai. On parle beaucoup de local. La caution internationale. Tu es la caution internationale. Avec toi, on va parler des États-Unis. Tout à fait, mais on va rester dans l'idée locale quand même. Puisque moi, je vous ai préparé une petite chronique pour vous faire découvrir la presse locale aux États-Unis. Le dernier rapport de l'école de journalisme de l'université Northwestern dans l'Illinois dresse un constat alarmant. C'est ce rapport-là. En 2024, 130 journaux locaux ont cessé de publier. En l'espace de une année, 7000 emplois ont disparu dans le secteur de la presse. En somme, l'information locale aux États-Unis est en situation de crise. Ah oui, en effet, ouais. Et cette tendance-là, elle est vieille. Est-ce que ça fait des années ? Bah écoute Mathis, en fait la tendance elle est déjà bien installée. Depuis 2005, on estime que 3200 journaux ont cessé d'émettre, donc c'est vraiment colossal. Presque la moitié des États-Unis, donc 1561 comtés, ne possèdent qu'une seule source d'information locale, et on estime même que 206 comtés n'ont tout simplement aucune presse. On parle alors de news desert ou de désert d'information. D'accord. Et je crois que tu nous as préparé une petite carte. Si Tout on à peut fait. la mettre en régie, ça Elle c'est est mise. cool. C'est Elle est trop mise, fort en régie. c'est parfait. Bah voilà, magnifique. Voilà, donc j'ai pas de retour. Qu'est-ce mais, que... Bah en fait, c'est... Ouais, sur la carte, on peut Ça. voir que... Voilà, Il y exactement a des ça. autres... Vas-y, dis. Donc une grande partie des États-Unis, majoritairement le centre des États-Unis, sont en violet pâle ou en jaune. Donc tout ça, ça représente un désert d'information ou un lieu, un comté où il n'y a qu'une seule source d'information locale. Donc c'est vraiment énorme, ça représente une partie colossale des États-Unis. D'accord, et du coup, dans ces contrées-là, il n'y a pas d'informations sur ce qui se passe à côté de chez soi. Est-ce que ça a une conséquence sur la population ? Absolument, Mathis. Tout d'abord, le risque de désinformation s'accroît. La population des zones les moins couvertes par les médias se tourne davantage vers les réseaux sociaux pour s'informer, avec bien sûr leur lot de fake news et de rumeurs. Les conséquences sociales ne sont pas négligées aussi. Les gens s'investissent moins dans la collectivité, la cohésion sociale s'évapore, le risque de corruption augmente. Et une étude du Journal of Oriental Economics and Management, j'ai massacré la langue de Shakespeare, détaille même qu'une disparition de la presse peut avoir des conséquences écologiques. Comment ça écologique ? Eh bien Mathis, il semblerait que les entreprises qui sont situées à proximité d'une rédaction cherchent plus souvent que les autres à réduire leurs émissions toxiques. Sans doute par peur d'un scandale médiatique, c'est une belle application du fameux dicton « mieux vaut prévenir que guérir ». En termes de conséquences politiques, ça donne quoi ? Eh bien, en termes de conséquences politiques, dans les déserts d'information, le vote républicain est colossal. Et quand je dis colossal, je pèse mes mots, 91% des comtés américains en manque de médias ont voté Trump en novembre dernier. Alors bien sûr, on va quand même apporter un brin de nuance à cette statistique. Oui, les déserts d'information sont des zones majoritairement rurales et plus pauvres que les autres. Donc précisément le genre de zone où le vote républicain est un peu plus ancré. Mais il semblerait que la présence d'une presse locale dans un comté permette un scrutin généralement un peu plus équilibré. En effet, un électeur républicain peut être tenté de changer de bord s'il découvre par la presse locale
qu'un élu démocrate a fait par exemple des choses qu'il estime positives pour son contrée. Ou bien s'il est déçu d'un élu local républicain. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a de l'espoir pour la presse locale, pour qu'elle remonte la pente aux États-Unis? Pas du tout, les Américains sont complètement foutus. Voilà. Donc, bien évidemment, je plaisante. La bataille pour garantir un bel avenir à la presse régionale américaine est loin d'être perdue, mais quand même, va falloir sacrément s'accrocher. 61 nouveaux médias locaux ont été créés l'an passé aux États-Unis. Presque tous sont des médias numériques. Et de son côté, on a la NPR, donc, qui est le service public de la radio américaine, qui continue d'étendre sa collaboration avec plusieurs stations locales. Donc ça aussi, voilà, c'est un point qui est vraiment positif. On a une petite carte aussi où aussi mise par la régie, incroyable. Aussi mise par la régie, voilà, où chacun des points que l'on voit sur cette carte représente une des 61 nouvelles rédactions qui s'est lancée l'année dernière. On peut aussi noter des initiatives pas dans les news désertes. Comment? Je dis, c'est dommage, c'est pas dans les news désertes, mais... Oui, c'est vrai, exactement. C'est quelque chose que j'ai pas précisé dans la chronique, mais qui était précisé dans ce fameux rapport. On a des nouvelles rédactions qui naissent chaque année, mais majoritairement, elles sont voilà, dans les zones qui sont pas en news desert. Même s'il y en a, mais c'est vrai que majoritairement, voilà, ça concerne pas ces zones-là. Donc on a aussi des initiatives philanthropiques qui voient le jour et qu'il est important de mentionner. On peut par exemple penser à la campagne Press Forward, donc, qui a promis plus d'1 demi-milliard de dollars pour soutenir les rédactions locales. Et enfin, au cours de ces 5 dernières années, on note aussi 19 initiatives politiques locales pour renforcer la presse régionale américaine, mais toutes n'ont cependant pas abouti. Eh bien, merci beaucoup. Bah, merci. Alors, je t'ai coupé peut-être. Incroyable. Comment? Je t'ai pas coupé. Tu m'as pas très coupé bien. du tout, Bah, non. merci beaucoup. Ça fait quand même un peu peur, hein, cette situation. Complètement. Et ça me faisait penser à une petite relance pour notre professionnel qui est sur le plateau. C'est moi. Tout à fait. Voilà. Appelez-moi le professionnel à partir de maintenant. Nous, on est des gros amateurs. Il faut quand même le dire. Non, on est des futurs pros. Pour l'instant, voilà, ça reste un peu bancal. Mais La chaise. comme la chaise, c'est ça. On a une chaise qui grince dans le studio, ça Ouais, je sais pas si vous pouvez ça l'entendre s'entend, sur mais, le- J'espère que vous l'entendez pas, mais... Normalement, ça s'entend pas. Je me demandais rue 89, donc, qui a été créée à Strasbourg, vous avez lancé l'antenne régionale à Strasbourg. Est-ce que c'était pour répondre à justement un manque d'informations locales? Alors oui, on n'a pas créé le média comme ça pour faire pareil que tout le monde. Hein. En fait, quand on s'est lancé, on s'appelle Rue 89 Strasbourg parce qu'il y a un média que vous n'avez peut-être pas connu. Vous étiez peut-être encore au lycée à cette époque ou au collège, je ne sais pas. Mais un média qui s'appelait Rue 89. .com et qui s'est lancé sur toute la France nationale et avec l'idée de faire des articles longs parce que quand ils se sont lancés en 2007, l'idée c'était que si vous faites lire les gens sur des écrans, il faut faire des articles courts, plus c'est court mieux c'est, si vous dépassez 2 phrases c'est déjà trop long quoi. Et Rue 89, ils se sont dit, non, pas du tout. En fait, les gens, justement, comme on est sur Internet, on a la place et on va pas s'en priver. Et donc, ils ont fait des articles super longs, très détaillés, et les gens se sont rués dessus. Vraiment, les gens ont apprécié avoir ces articles en longueur sur des sujets qui les intéressaient, en fait, puisqu'ils ne sont pas obligés de tout lire, hein, mais quand ça les intéresse, ils aiment bien avoir... le nombre de signes qui correspond à une thématique complètement traitée. Et nous, on a gardé ce concept-là, ce qui fait que quand on s'est lancé, nous, en 2012, on était les seuls à faire des papiers longs, c'est toujours le cas d'ailleurs, des fois c'est trop long, okay. Mais on est toujours le seul média à faire des papiers longs sur des thématiques locales, des enjeux environnementaux, des enjeux de discrimination, des procès, enfin voilà. Donc oui, ça, on s'est lancé avec un concept qui n'était pas présent. Pour autant, c'est vrai que quand on s'est lancé, il y avait déjà plein de médias, et aujourd'hui, il y en a encore plus à Strasbourg. Ceci dit, pour raccrocher avec ta chronique, il faut voir un truc, c'est que sans les subventions publiques, on serait dans la situation des États-Unis. Hein. Ouais, c'est ça qui change tout entre la situation ici et là-bas. Ah bah oui. Parce que si on coupe les subventions, ça veut dire que... Si on coupe les subventions publiques de fonctionnement et d'investissement aux médias français, ça s'écroule tout de suite. D'accord. Sachant que là, donc je l'ai précisé tout à l'heure, mais on a quelques initiatives, 19 en l'espace de 5 ans, c'est pas non plus
quelque chose de faramineux, mais on a quelques initiatives locales politiques pour relancer la presse régionale aux États-Unis, mais des initiatives fédérales, donc à l'échelle nationale, elles sont déjà beaucoup plus réduites. Ah bah, et puis ça en prend pas le chemin. Hein. Bouge ton pied. Je sais, il y a la régie qui est On en voit panique. des signes ils sont de panique dans la régie. Ils sont en train de courir partout. Ah bah t'as appuyé sur T'as le appuyé film. sur- C'est bon. C'est Est-ce bon que c'est bon? Ok, top. Bon, c'est Ok, parfait. c'est bon, parfait. Fantastique. Oh mon Désolé. dieu, j'ai cru qu'on avait tout cassé là. C'est ça. On a eu 15 messages de il faut qu'il bouge son pied. 5 minutes, j'ai bousillé le live. Tranquille. Pas du tout. Non, en vrai, c'est hyper intéressant et ça pose beaucoup de questions sur surtout l'avenir de la presse locale en France, sur déjà même à l'international au niveau des États-Unis, les financements aussi publics. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va accueillir du coup maintenant un tout autre sujet qui reste quand même dans la presse locale. Après que Mathis ait revissé la chaise. Ouais, j'en sais rien, mais en fait, c'est le câble. Mais non, c'est ça. Quand on marche sur le câble, ça fait des c'est ça. interférences. Ok. Du coup, changement de sujet complet. Salut Mathis. Bonjour, bonjour Mathis, Pauline, bonjour Pierre. Bonjour. On te reverra un peu plus tard d'ailleurs pour l'interview, mais avant ça, tu voulais nous parler d'un sujet qui te tient pas mal à cœur dans la presse locale, les correspondants locaux. Alors oui, en fait, moi, mon projet plus tard, c'est d'être correspondant à l'étranger, notamment au Moyen-Orient. J'ai été en Égypte pendant 1 an l'an dernier, donc ça m'a donné cette passion d'être correspondant. Donc là, je me suis intéressé vraiment au statut du correspondant local dans le Grand Est. Alors, disclaimer, pour des raisons professionnelles, j'ai appliqué l'anonymat à toutes et à tous qui m'ont répondu, ainsi qu'au type de médias dans lequel ils travaillent, par peur pour certains de perdre leur place envers les critiques qu'ils vont potentiellement, et qu'ils vont dire aujourd'hui. Les voix que vous entendrez sont celles de mes valeureux camarades qui m'ont aidé et qui entourent cette émission. D'accord. Et donc du coup, juste, qu'est-ce qu'un correspondant local ? Alors attention, comme je l'ai dit un petit peu avant, le correspondant local, c'est pas tout à fait la même chose qu'un correspondant étranger, même si l'ancrage dans un territoire les rassemble. Le correspondant local, il est assez inconnu du grand public, c'est pas un journaliste en fait, il n'est pas généralement diplômé d'école, il n'est pas reconnu non plus par la journaliste comme un journaliste, voilà. Qui sont-ils ? Eh bien, selon les travaux scientifiques, ce sont des passionnés, des professionnels amateurs, des amoureux du territoire, mais aussi des volontaires journalistes. C'est vrai que moi j'ai toujours été attirée par le journalisme, par l'actualité nationale ou internationale ou même locale. Moi ça fait très longtemps que je veux faire du journalisme et j'ai fait des études d'histoire et de langue. Et puis ce que j'aime vraiment faire c'est écrire. Ils sont retraités, étudiants ou partie prenante d'une autre activité professionnelle, mais ils prennent de leur temps en semaine, en soirée et pendant le week-end pour répondre aux lacunes des médias locaux. Ils n'ont pas de formation en école de journaliste, mais ils sont motivés et ont force de l'expérience. En Alsace, les DNA ont décontré plus de 300, comme cette femme. Je suis correspondante depuis bien longtemps, je crois que ça fera 15 ans. Est floue, elle aussi, entre statut d'amateur et celui de professionnel aux yeux des journalistes ou aux yeux du grand public. En réalité, les gens ne font pas vraiment la différence entre les correspondants locaux et les journalistes, car ils sont contents qu'on s'intéresse à leur sujet. Prenons l'exemple un peu de la presse quotidienne régionale. Alors la PQR, pour les intimes. Que fait un correspondant local par rapport à un journaliste localier ? Eh bien, la même chose, mon capitaine. Et en plus, ils prennent des photos, contrairement à de nombreux journalistes qui sont accompagnés en PQR par des photographes. Ils sont un peu un couteau suisse que les rédactions utilisent en cas de besoin pour répondre à une actualité très locale. Attention, loin de moi l'idée de dire qu'on peut remplacer les photographes ou les journalistes, mais il est vrai que l'apport des correspondants locaux est déterminant. Ils comblent les manques des médias, contraints par une économie qui ne leur permet pas forcément toujours d'envoyer des journalistes et des photographes dans des endroits reculés en temps et en heure. Ces deux correspondants locaux nous font la part de l'importance de leur rôle en termes de journalisme. Oui, le rôle des correspondants est assez précieux dans l'information de proximité, dans l'information locale pour faire remonter des choses aux journalistes notamment. Je trouve qu'un correspondant local c'est essentiel car ça représente le journal auprès de vraies personnes. Parce que le journal local, c'est pas juste des personnes qu'on connaît pas et qui écrivent sur nous. Bon, on va clore les présentations et on ouvre la vanne des autocritiques, Mathis. Alors oui, il est clair qu'il existe des différends dans le milieu. Doit-on considérer les correspondants locaux comme un métier à part entière et donc leur donner une reconnaissance qui va avec ? Doit-on au contraire laisser cette activité au presque statut de bénévole ? Les correspondants locaux se posent aussi cette question. Je suis partagé, je comprends que je sois moins payé qu'un journaliste parce que j'ai pas fait des études de journalisme, mais je trouve ça un peu réducteur car j'ai fait d'autres études.
Nombreux sont ceux m'ayant confié des propos divergents entre utilité indéniable ou perte de qualité dans les productions journalistiques publiées. Mais bon, les relations entre les journalistes, les médias et les correspondants locaux sont quand même souvent unilatérales. Ouais, je travaille à la demande pour eux, ils m'envoient un mail, ils me proposent le sujet, le nombre de films, s'il faut faire la photo ou pas. J'aurais aimé proposer davantage de sujets. Quand c'est le cas, il m'arrivait de poser un RTT pour couvrir un sujet qui m'intéressait. J'acceptais aussi des articles en soirée à envoyer le lendemain. Je bosse pas assez fréquemment. Quand ça marche, ça peut être 5 fois par semaine. Sinon, une fois ou pas du tout. En plus, c'est vrai que ça prend du temps de développer son réseau et de faire ses preuves. D'ailleurs, combien est payé un correspondant de presse locale ? Alors, 15 € l'article et 5 € la photo en presse écrite. Insuffisant pour le temps et les frais de déplacement. Les correspondants locaux ne bénéficient pas du statut ou des avantages des journalistes ancrés et salariés, bien qu'ils participent à la production pourtant régulière d'informations. Il est impossible d'en vivre correctement, c'est pourquoi ils sont nombreux à avoir une profession à côté. Oui, on est à la limite du bénévolat, parce que si on veut faire les choses bien, il faut se renseigner en amont, après on y va, après il faut écrire, après il faut faire une belle photo. Donc c'est pas rentable, même si c'est passionnant à faire. Je suis à temps plein par ailleurs, donc je fais ça parce que quelque part j'aurais vraiment aimé exercer le journalisme, mais je m'en suis pas complètement donné les moyens, avec l'aspect financier qui est aussi rentré en compte. Je pense que c'est un statut qui devrait vraiment être valorisé. Cette précarité se couple à une faible autonomie dans la couverture des événements encadrés par les médias. Les correspondants restent souvent subordonnés aux journalistes, ce qui limite leur marge de manœuvre éditoriale. Même si certains témoignent d'une aide ou d'une entente toujours cordiale, allant jusqu'à prêter les locaux des médias en poste pour travailler, d'autres sont nombreux à dire que voilà, il y a des complications dans les rapports avec eux. C'est un beau métier, il y a une forme de liberté, on est attaché au journal sans l'être, mais on peut aussi se sentir isolé. Ok, et du coup, peut-être pour eux, vu que la situation est compliquée, est-ce qu'on peut espérer des évolutions de leur métier ? Tu parlais de reconnaissance, de choses comme ça, la formation. Alors ce qu'il faudrait effectivement, c'est peut-être plus de formation, plus d'accompagnement et plus de reconnaissance. C'est ce que disent de nombreux chercheurs et sociologues. D'ailleurs, d'abord plus de formation, c'est un peu la clé qui est de continuer à former les correspondants en continu, à leur proposer, je sais pas moi, des interactions, des cours avec des journalistes, qu'ils achètent des manuels par exemple. Les correspondants locaux peuvent être demandeurs en fait pour progresser. Les conseils, il faut aller à la pêche véritablement. C'est difficile d'avoir un retour des journalistes et des conseils. Je lis beaucoup la presse, alors je m'inspire sur le style, le contenu, pour rendre le papier vivant et essayer de captiver le lecteur, même si des fois c'est pas facile. Plus d'accompagnement en fournissant aussi des moyens matériels et techniques pour réaliser les sujets. Ils n'ont pas toujours les voitures à disposition, pas toujours les caméras, pas toujours les moyens d'enregistrer, et donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Enfin, il faudrait aussi peut-être plus de reconnaissance dans la rémunération et dans les relations hiérarchiques. Là, j'ai l'impression que pour les correspondants locaux, c'est un peu... faut qu'il y ait les infos, mais c'est limite, on s'en fout du style. Ils n'attendent pas quelque chose de bien écrit. Donc pour avoir un retour, c'est compliqué, parce qu'ils ne s'attendent pas à quelque chose d'exceptionnel. Et oui, le problème, c'est que financièrement aussi, c'est pas l'âge d'or pour les médias en ce moment. Les pressions économiques, la monopolisation des médias par des groupes de presse limitent les embauches. La baisse du coût de production peut à la fois aller vers plus d'utilisation donc de ces correspondants à faible coût, mais aussi peut-être par leur disparition. Voilà, on ne sait pas encore vers où ça peut aller. Les correspondants locaux doivent aussi entamer un virage numérique et comme beaucoup sont retraités, il est assez difficile pour eux peut-être de prendre ce virage et donc d'utiliser des bons outils. Voilà, donc je voulais interroger aussi Pierre sur est-ce que vous à Rue 89 vous utilisez des correspondants, quelle relation tu peux avoir avec eux ou quelle vision tu as de ce métier? Alors non, à Rue 89 Strasbourg, on n'emploie que des journalistes professionnels, régulièrement payés. Bon, parce qu'on n'aurait pas l'usage des correspondants. Les correspondants, à la base, c'est quand même un système qui est fait pour avoir au moins une personne dans chaque commune qu'on peut appeler quand il se passe quelque chose ou pour que la rédaction soit prévenue. En fait, c'est un peu ça le problème, c'est que les correspondants, c'est des gens qui sont censés livrer des informations extrêmement brutes
à un journaliste qui est en agence, qui couvre une zone géographique, et c'est le journaliste qui devrait faire l'article. Et à partir du moment où on a demandé aux correspondants de faire des articles, là, il y a eu un glissement de charge de travail qui n'a pas été compensé. Là, il y a un énorme problème. Régulièrement, il y a des rapports de l'Assemblée nationale, de l'inspection du travail, de plein d'instances de la République ou de l'État pour dire qu'il faut mettre fin à ce système qui est une forme d'exploitation des gens parce qu'on exploite leur envie de faire du journalisme parce que voilà, ils font du journalisme un petit peu avec les étoiles dans les yeux et ils sont exploités pour ça. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. À 15 € l'article, c'est exactement ça. Et un jour, ça va retomber quand même parce qu'il suffirait qu'il y ait un correspondant qui aille devant le Conseil des prud'hommes. Moi, j'ai connu dans ma carrière de très nombreux correspondants qui faisaient ça à temps plein. Et qui faisait des dizaines et des dizaines d'articles. Pour la petite histoire, il y en a même un au DNA. En fait, au bout d'un moment, il était arrivé au maximum de du seuil qu'il pouvait prétendre d'argent. Et du coup, il passait sur le numéro de sa femme, sauf que c'était toujours lui, aux alentours de fin juin. Et en fait, et le truc, c'est que, alors, lui, il n'est pas fautif, en fait. C'est la presse quotidienne régionale qui demande à ces gens-là de fournir un travail vérifiable, vérifié, d'information hyper locale dans chaque commune. En fait, c'est pas ça le principe des correspondants. Et aujourd'hui, alors pour s'adapter un petit peu à cette problématique où maintenant aujourd'hui les correspondants ils livrent plus simplement l'information comme pourrait faire une agence de presse, mais ils écrivent aussi les articles. Est-ce que ce serait pas intéressant pour eux d'avoir une formation avec des journalistes, par exemple des DNA, assez courtes ou en continu, qu'on les conseille, quitte à ce qu'un jour ils deviennent des vrais correspondants comme des correspondants à l'étranger, c'est-à-dire des journalistes qui répondent à des demandes des médias. Oui, alors correspondant à l'étranger, c'est bien que tu te lances dans cette idée. C'est pas une position extrêmement facile. Hein. D'ailleurs, quand on est correspondant aussi, vous auriez pu aller à la rencontre des correspondants de médias nationaux à Strasbourg, par exemple. Ce sont des positions extrêmement précaires parce qu'on doit sans cesse proposer des sujets avec une rédaction qui change parce que c'est pas son tour, parce que voilà, des chefs de service qui changent aussi et très peu finalement de reconnaissance. Donc la situation elle est complexe en fait. Donc est-ce qu'il faut plus de correspondants? Je sais pas. En revanche, est-ce qu'il faut redéfinir les relations entre les journalistes qui produit l'info, qui l'amène et qui écrit, ça me paraît indispensable. Ouais. Vraiment, c'est hyper intéressant, merci beaucoup. Tous les sujets mériteraient des heures de débat, j'ai l'impression. Et du coup, on va tout de suite passer sur un autre sujet encore complètement différent avec Kim, qui arrive dans le studio tranquillement. Quelle entrée fracassante. Comment ça va, Kim? Ça va super et vous? Bah oui, très bien. Toi, tu vas nous parler d'un autre sujet, mais radicalement différent. La pêche. Ouais, tout à fait. Non, on parle un peu plus sur le numérique encore, sur les nouveaux médias, sur les évolutions. Tu vas nous parler des influenceurs locaux. Ouais, influenceurs en général. Influenceurs en général. Ouais. Et bah vas-y. Fonce. Ok. Et l'étude Médiamétrie sur les usages numériques des Français en 2024, elle est sortie la semaine dernière. Et on a passé en moyenne 2h40 chaque jour sur Internet. Un chiffre qui monte à 4h21 chez les 15-24 ans. Et sur ces 2h40 moyennes passées sur Internet, 1h03 seraient dédiées aux réseaux sociaux et autres messageries. Une durée qui passe à 2h35 chez les 15-24 ans, soit 60% du temps qui passe en ligne. Les réseaux sociaux concentrent donc une part importante de notre activité sur Internet. Et ça a des conséquences sur notre manière de consommer l'information. La tendance, elle était déjà pointée en 2023 dans le rapport annuel sur la consommation d'informations dans le monde du Reuters Institute, qui montrait qu'on est de plus en plus nombreux à se tourner vers TikTok, Instagram et YouTube pour s'informer, plutôt que vers les sites web et les applis des médias traditionnels. En France, c'est même 34% des répondants qui déclaraient utiliser les réseaux sociaux comme principale porte d'accès vers l'actu, contre seulement 15% qui déclaraient s'informer principalement par la presse écrite. Bah ouais. Du coup, c'est juste vital en fait pour les journaux, les chaînes d'infos locales, nationales, d'être présentes sur toutes ces plateformes.
Exactement, sauf que l'étude du Reuters Institute montrait que les utilisateurs de TikTok, Instagram et Snapchat qui s'informent sur les réseaux sociaux accorderaient plus d'attention aux influenceurs qu'aux journalistes et aux médias traditionnels présents sur ces mêmes plateformes. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont très forts, les influenceurs. Ils maîtrisent parfaitement les codes des réseaux sociaux. Ils s'en servent pour produire des contenus qui sont attractifs et surtout, ils se sont constitués des communautés fidèles. Et c'est justement ces communautés qui intéressent les annonceurs, les publicitaires et même les restaurateurs et les commerçants locaux qui ont peut-être aujourd'hui plus intérêt à collaborer avec des influenceurs et des créateurs de contenu sur Instagram plutôt qu'à acheter des encarts publicitaires dans les journaux locaux. Donc ça c'est vrai, hein, parce que même aujourd'hui TikTok c'est devenu même un moteur de recherche en soi. J'avais vu des trucs comme quoi Google commençait à un peu stresser de la part de marché que prenait TikTok dans les recherches, et c'est vrai qu'on peut juste chercher resto, local, Strasbourg, et puis on tombe sur plein de trucs. Il y a un nouveau bouillon, genre une espèce de bouillon parisien qui ouvre à Strasbourg, et moi ma coloc m'en a parlé, et puis elle m'a montré un TikTok directement, quoi. Donc ouais, c'est voilà, quoi, une énorme concurrence, je pense en tout cas, pour les médias, dans le créneau où ils annonçaient des nouvelles ouvertures, des choses comme ça. C'est vrai que ça c'est plus des choses qu'ils peuvent annoncer. Ouais, exactement. Sauf que au-delà de cette concurrence économique, les influenceurs c'est aussi un modèle. Et ce modèle, ce format, il tend aussi à s'imposer chez les journalistes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Parce que, comme le souligne mon petit frère quand je l'interroge, c'est comme ça que ça marche sur les réseaux. Mon petit frère, il a 20 ans, c'est un grand adepte des réseaux sociaux et ce qu'il aime chez les influenceurs et les créateurs de contenu, c'est l'incarnation, c'est le ton informel, c'est l'air sympa et l'humour des youtubeurs et des instagrammeurs. En somme, c'est tous ces éléments qui humanisent le contenu partagé, qu'il soit informatif ou purement divertissant, et qui créent un semblant de proximité avec le public. Et donc ce genre de format, on le voit de plus en plus apparaître sur les comptes Instagram ou TikTok des rédactions, des DNA au Telegram en passant par le Parisien, parce que retenir l'attention du public sur des réseaux où tout va extrêmement vite, ça nécessite une stratégie. Alors pourquoi ne pas utiliser tous ces petits trucs qui ont déjà été testés et approuvés par les influenceurs finalement ? C'est vrai que ça marche, perso, je suis hyper fan de ces influenceurs, mon temps d'écran de 9 heures par jour en témoigne pour moi. Mais c'est vrai qu'une accroche intrigante, un rythme, des références régulières qui soudent toute une communauté, ça contribue et c'est absolument nécessaire pour le succès des influenceurs. Oui, pourquoi pas chez les journalistes ? Ouais, finalement. Sauf que en fait ça pose plein de questions, notamment celle de l'impact que peut avoir ce format sur la manière qu'ont les journalistes de présenter l'information et même sur l'information qu'on va choisir de présenter. Cette place croissante de la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux et dans l'écosystème informationnel de manière générale, elle est documentée, et cette fois dans l'édition 2024 du rapport du Reuters Institute, qui montre que la proportion de répondants qui déclarent regarder chaque semaine des vidéos courtes d'informations en ligne, elle monte en France à 45%. Donc on voit que ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est une stratégie qui répond à la nécessité des médias traditionnels de s'adapter à ce nouvel environnement médiatique, toujours plus concurrentiel, au besoin d'innover pour rester dans le jeu, comme le soulignait encore le Reuters Institute en 2023, qui nous annonçait que les réseaux sociaux constituent la nouvelle norme à laquelle les journalistes et les médias doivent s'adapter s'ils veulent se connecter au public. Donc dans ce contexte où les journalistes, à échelle locale comme à échelle nationale d'ailleurs, ils cherchent à créer et à entretenir un lien de confiance avec les utilisateurs des réseaux sociaux, à proposer des contenus informatifs qui vont quand même répondre aux attentes des publics en ligne, la voix des influenceurs c'est une voie possible, certes, mais est-ce que c'est la seule qui existe ? Est-ce que c'est la meilleure ? Et est-ce que cette tendance, elle va pas venir nourrir d'une certaine manière la confusion qui peut déjà exister entre influenceurs et journalistes ? En août 2024, Jean Brossier, qui est journaliste à Radio France, faisait le pronostic dans une chronique sur France Inter que d'ici 2040, la frontière entre journaliste et influenceur va complètement disparaître. Donc, ouais. Pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Mais voilà, en tout cas c'est une question qui se pose énormément, notamment dans le milieu des journalistes.
Et je trouve que finalement une question qui est peut-être à retenir, c'est comment les journalistes qui travaillent en local comme au niveau national, ils peuvent tirer parti des techniques d'engagement qui sont utilisées par les influenceurs et les mettre au profit du travail journalistique sans que ces évolutions elles se fassent au détriment de l'exactitude et de l'intégrité de l'information, ni au détriment des conditions de travail des journalistes, alors que la tendance elle est aux restructurations dans les rédactions, comme on l'a vu encore la semaine dernière avec l'annonce du projet de 29 suppressions de postes aux Parisiens. Est-ce qu'on ne va pas de plus en plus demander à des journalistes de moins en moins nombreux d'écrire des articles, de tourner des vidéos et de les adapter au format web, au format TikTok, YouTube ou Instagram, puis d'en faire la promotion au risque de disperser leur énergie, avec comme dégât collatéral la qualité de l'information. Donc moi je voudrais demander à Pierre France... cette question-là. Toute cette question-là. À chaque fois c'est des thèses qu'il faut sortir en 5 minutes. Pardon, excusez-moi. Mais du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle réalité médiatique ? Les influenceurs, on voit qu'ils sont bien présents. Est-ce qu'on s'en fait des alliés ? Quitte à peut-être pousser la logique au bout, en embaucher dans les rédactions pour profiter de leur audience. Pourquoi pas ? Si en fait, Enfin, là où je suis pas d'accord, c'est quand les gens voient une grande convergence des formats, des styles, voilà. Et en fait, moi je suis pas d'accord du tout avec ça. En fait, je pense qu'un influenceur ou une influenceuse, pour qu'elle influence, il faut quand même qu'elle ait quelque chose à vendre. Et les journalistes, ils ont rien à vendre. Ça, je veux dire, on est dans une école de journalisme ici, vous n'êtes jamais là pour vendre quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de fusion possible, il n'y a pas de rapprochement possible entre un influenceur et un journaliste. Un influenceur, il va pouvoir parler du nouveau resto, un influenceur local par exemple, puisqu'on parle des médias locaux, il va parler d'un nouveau resto, il va parler d'une ouverture d'un magasin, d'une tendance, d'une soirée qui va se passer, une fête, j'en sais rien. Le journaliste, bonne chance pour influencer quiconque sur le dossier du tram Nord à Strasbourg, pour les gens qui nous écoutent, qui sont de Brest. Donc voilà, en fait, il y a quand même deux métiers extrêmement différents. Ceci dit, évidemment, les journalistes ont toujours, et ça date pas des réseaux sociaux, adapté leur message en fonction du public. C'est évident que si vous faites un média sur Insta, vous allez adopter les codes d'Insta, mais vous allez publier de l'information. Mais effectivement, vous faites comme par exemple Vert Média. Si vous connaissez, c'est vert.eco, ils ont un compte Insta qui culmine à plusieurs centaines de milliers de followers, et en fait c'est très incarné avec des journalistes qui parlent, qui discutent, sur des enjeux écologiques par ailleurs très graves, et ça marche sur Insta. Et en fait leur boulot sur Insta, c'est de faire connaître la marque pour que les gens, au bout d'un moment où ils sont suffisamment au courant avec cette marque, ils aillent sur le site et ils souscrivent à la newsletter qui, elle, est dans un format beaucoup plus classique de presse écrite. Vert Média qui a été d'ailleurs créé par des anciens du QEJ, Louis-Esparguillère. Exactement. Pour le côté un peu chauvin. Ouais. Vraiment, merci beaucoup, encore un sujet hyper large, mais on va rester encore un peu dans ce thème-là, pour une fois on change pas complètement. On va passer du coup à la chronique de Monsef qui arrive, parfait. Exactement, Monsef qui va nous parler justement de la stratégie que peuvent employer les médias pour être présents sur les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, concernant les médias sur les réseaux sociaux, notamment les médias de PQR, je me suis penché sur le cas de la vidéo web dans ces domaines-là, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très différent selon les médias en question. Comme vous le savez, les journaux de nos régions sont une multitude, avec pour chacun son style, aussi bien visuel qu'éditorial. Et déjà, cette différence, elle se voit dans les performances sur les plateformes qui ne reflètent pas forcément le nombre de lecteurs. Prenons Ouest France par exemple, on serait tenté de penser qu'en tant que journal de PQR le plus lu, c'est celui qui a le plus d'abonnés. Ouais. Pourtant, il est détrôné sur Instagram par La Provence, et c'est 320 000 abonnés contre 274 000. Rien que ça. Ces écarts dans le rendement des différents journaux en vidéo s'expliquent par plein de facteurs. Déjà, ils n'utilisent pas tous le même format. Je vous propose de regarder une des dernières vidéos publiées par La Provence.
Ici, on a des images d'illustration, un texte explicatif, une musique à suspense et aucune voix pour nous raconter l'actualité. Sur son compte, le journal marseillais ne diffuse presque que des vidéos de ce style. Pourtant, si on reste en Côte d'Azur et qu'on va voir du côté de Nice Matin, on sera surpris de la différence. Chaque année, 32 millions de galettes des rois sont mangées en France. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Mais pourquoi on mange la galette des rois ? Eh bien, figurez-vous que ça remonte à l'Antiquité et plus précisément à l'époque romaine. C'est pas pareil. C'est pas la même ambiance, clairement. Bon, ça c'est une vidéo incarnée. Le journaliste se met en scène pour raconter l'actualité tout en essayant de rendre sa vidéo dynamique. Ici, plein de facteurs entrent en jeu. L'éloquence du sujet, son aisance devant la caméra, l'enchaînement entre les passages face caméra et les images d'illustration. Bref, on n'est pas du tout sur le même exercice. Et dans les journaux nationaux, on fait beaucoup d'incarnés. Vous en avez parlé juste avant. Ici, en presse écrite, c'est un peu moins le cas. On s'incarne très peu à l'écrit, ça se ressent dans les vidéos qu'ils vont produire. Et donc on va retrouver beaucoup plus de publications qui s'apparentent à des teasings, c'est-à-dire des vidéos qui présentent le sujet d'un article qu'on vous invite à aller lire. Un peu du papier en vidéo, quoi. Et pourquoi ce format-là, il est privilégié en PQR ou dans les médias locaux ? C'est pas forcément un choix. On va être clair, un des paramètres les plus importants de la vidéo web, ce sont les moyens. Dans les rédactions vidéo en PQR, on retrouve souvent de très petites équipes, composées de 2, 3, 5 personnes max. À la République du Centre, par exemple, le quotidien d'Orléans, il n'y en a qu'un seul, en charge de suivre tous les journalistes sur le terrain. On y forme même au Mojo des journalistes spécialisés en presse écrite pour faire d'une pierre deux coups sans trop de frais supplémentaires. Et avec peu, voire pas de journalistes spécialisés dans le domaine, on fait difficilement des miracles. Alors il y a toujours des exceptions, Ouest France par exemple met les moyens avec un studio, des caméras, des drones et même un motion designer consacré uniquement au service vidéo. Quoi qu'il en soit, les rédactions régionales continuent de se développer dans le secteur, mais il reste encore un peu de chemin à faire. Eh bien, merci beaucoup, Concep, Carbos. Merci. Et, je vais vous poser une petite question, on va faire la transition avec notre prochaine chroniqueuse et dernière. C'est quoi la stratégie de Rue 89 sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux ou sur la vidéo ? Sur la vidéo. Sur la vidéo, d'accord. Ouais. Sur la vidéo, la stratégie, elle n'est pas arrêtée, en fait, pour être franc, parce que il y a une part de nous on aimerait être plus présent et faire des vidéos plus engageantes, etc. On a commencé à le faire un petit peu sur Insta, sur des gros sujets. Et puis, il y a une part de nous, parce qu'on est tous des journalistes de presse écrite, où on se dit, c'est pas notre métier, en fait. Donc, c'est pas encore tout à fait au point. On est en train de réfléchir à un chemin technique, en fait, pour faire en sorte que on puisse se faire rencontrer nos compétences qui sont pas ouf en termes de vidéo, et une production qui ne fasse pas pitié. Ok. Comme ça, c'est dit. C'est ça la stratégie. C'est une stratégie. Donc, on va parler un peu plus de Rue 89. C'est ça, avec Voilà. Mathis et Camille. Ça fait plaisir que vous soyez là. Comment ça va, Camille, d'ailleurs ? Moi, ça va super. Je suis très contente d'être parmi vous. Trop bien. Et Mathis, du coup, on te retrouve. Voilà, je suis un peu trop présent, c'est pour ça. Il aime un peu trop cette table. Tu as raison. Donc, Pierre, vous allez parler plus de vous, de votre média, et d'arrêter de faire des thèses grandes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Même s'il y a des grandes questions il y aura des grandes philosophiques. questions qui touchent Rue 89, mais qui touchent aussi plusieurs médias, donc voilà. Donc voilà, Pierre, je voulais t'interroger. On a un peu parlé tout à l'heure des États-Unis, et tu étais revenu sur le fait qu'en France, il y avait des fonds publics qui sauvaient un petit peu l'affaire pour plein de médias. Donc voilà, je voulais un petit peu t'interroger sur ça, en fait, l'économie des médias aujourd'hui. C'est quelque chose d'énorme, et le lien que ça peut avoir avec l'indépendance des médias, et par exemple Rue 89. Alors moi, je suis pas compétent sur l'économie des médias en général. Je peux parler de l'économie de Rue 89 Strasbourg. Donc Rue 89 Strasbourg, c'est un média qui est financé à 65% par ses abonnés. Les abonnés paient 7 € par mois pour accéder à l'ensemble des articles, et ça fait quasiment les 2/3 de nos revenus. On a encore un tout petit peu de publicité, mais qui est institutionnelle pour la plupart. On a plus d'annonceurs privés, quasiment plus. On a un tout petit peu d'annonces légales depuis 3 ans. Ça nous rapporte quasiment rien.
Et on a une subvention de l'État qui doit représenter 15% du chiffre, enfin des dépenses totales sur un an. Mais justement, vous parliez qu'il y a ces subventions, enfin c'est en autofinancement par 65% des abonnés. Est-ce que ça limite pas justement un certain public à regarder vos... Ah bah si. Et est-ce que concrètement vous tentez à trouver des solutions pour toucher d'autres publics? C'est une problématique que vous essayez de soulever dans votre rédaction ou... Oui, c'est vrai qu'on essaye. Bon, 75% des articles publiés sur Rue 89 Strasbourg sont gratuits. Ceux qu'on réserve aux abonnés, c'est les enquêtes, nos articles d'initiative, nos révélations. Voilà, quand on est les seuls sur le coup, en général, on le réserve aux abonnés. Donc, on essaye quand même de faire en sorte qu'il y ait l'actualité, d'une manière générale, l'actualité du quotidien, celle qu'on couvre, qu'elle soit accessible gratuitement. Parce qu'on sait bien effectivement que dès qu'on met un paywall, donc un mur de paiement qui protège les articles abonnés, et ben cela, la diffusion de ces articles, elle baisse drastiquement. Donc ça, on en est conscient. Après, on n'a pas trouvé la martingale parce que le business model qui convient très bien, qui a le vent en poupe, c'est celui du soutien contre gratuité. C'est le business model de reporter, de street press, du média et de Blast par exemple, où en fait les contenus sont gratuits. Et les gens, à la fin, on voit un petit mot, ils disaient si ça vous plaît, si vous avez envie qu'on continue, donnez. Nous, on a essayé ça pendant 2 ans, ça n'a pas du tout marché en fait, parce que ce modèle ne monétise que 0,1% à la louche de votre audience globale. Et nous, on fait 400 000 pages vues par mois, c'est-à-dire qu'on aurait quelque chose comme 40 abonnés, quoi. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut envisager pour un média local. Le membership, comme on appelle ça. Et pour ce qui concerne l'État, les subventions, les 15% que tu parlais, est-ce que c'est fluctuable selon les années? Là par exemple avec le projet de loi qui est passé Bayrou sur la finance, est-ce que ça a eu un impact sur... Là on ne sait pas, mais pour l'année prochaine, c'est une subvention qui tombe en novembre. Donc il y a une enveloppe qui est votée. Et en fait, c'est la même enveloppe quel que soit le nombre de médias qui peuvent y prétendre. Donc c'est un petit peu et ça varie avec les dépenses éditoriales, avec le nombre d'abonnés qu'on a, etc. Donc c'est une sorte de loto où en novembre je reçois un montant et je dis ok. D'accord. Voilà. En fonction, ça peut impacter tes enquêtes, le travail justement d'enquête, tous les financements que tu peux avoir par rapport à ça. Ça donne la couleur sur toute l'année qui suit, c'est-à-dire que en fonction du montant que je reçois, je sais si on va être short pour tous les projets qu'on pourrait lancer ou si on a un peu plus de largeur. Parce qu'en fait, nous, tout l'argent qu'on a dans le compte en banque, on le dépense en journalisme. C'est la seule dépense qu'on a, c'est des salaires. Donc en fait, quand on a un peu d'argent, on dit allez, on commande de la photo, on commande des enquêtes, voilà. Et par contre, quand on est short, là, je commence à moins bien dormir et je dis à tout le monde d'arrêter en fait. Et en termes d'enquête, parce que je crois que vous êtes republié par Mediapart. Pas surtout, oui, sur les sujets qui ont une vocation à avoir une audience nationale. Ouais. Vous avez quoi comme collaboration avec eux? Ça se passe comment? C'est ça, c'est une collaboration éditoriale, c'est-à-dire que quand eux, ils ont un sujet, soit en Alsace, soit dans l'Est, qui nous intéresse, on peut le reprendre, et vice-versa, quand eux, ils ont un sujet... quand nous, on a un sujet qui peut avoir une audience nationale, ils le reprennent dans leur page. C'est l'ensemble de notre collaboration. Et pourquoi avoir créé un média indépendant du coup sur l'enquête? C'est parce que vous avez remarqué qu'il y avait un trou dans les médias locaux ou... En fait, quand on s'est lancé, on faisait pas de l'investigation, pas de l'enquête, mais on parlait de papier d'initiative. C'est-à-dire qu'on sortait, c'était le fondement de la fondation de Rue 89 Strasbourg, c'était ça. C'était de dire, on va arrêter de faire des papiers d'actu qui sont décidés ailleurs, dont les sujets sont décidés ailleurs, c'est-à-dire l'agenda de la collectivité, l'agenda de la préfecture, l'agenda du département, tout ça. On sort de ça et on fait des articles issus de ce qu'on entend dans la rue,
d'où le nom, et on fait remonter les sujets. Et donc, nous, on parlait d'initiative, et puis en fait, quand on fait des sujets d'initiative, ça veut dire qu'on appelle plusieurs gens, plusieurs personnes, qu'on met qu'on fait un débat contradictoire entre eux, et qu'on met quelque chose sur la place publique. Et en 2016, quand on a décidé de faire payer les gens, on s'est dit, pour qu'ils payent, il faut qu'il y ait une vraie plus-value. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, ce qu'on fait depuis déjà 4 ans, on va le systématiser, on va faire des enquêtes. Et on va dire, payer pour qu'il existe au moins à Strasbourg une rédaction qui soit en capacité d'écouter et de faire des enquêtes. Parce que c'est développé là-dessus, MeToo, les révélations sur les enquêtes sur les discriminations, sur les violences faites aux femmes, etc., qui ont nécessité aussi beaucoup de temps d'écoute et beaucoup de travail d'enquête. Et ça, on a été les premiers à le faire. Ouais. Ok. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et donc on a une bonne nouvelle quand même. On arrive bientôt à la fin de notre émission et on est dans les temps. Et ça, vraiment, c'est génial. Cool. On va pouvoir faire le super jeu. On a le temps de faire le jeu. Je sais pas s'il y a des gens en régie qui veulent venir en plus. Venez. Non, ils peuvent pas trop. Non. Faites la place sur les caméras. On fait des vagues. Mettez-vous debout derrière. Mais si, venez tous. Si, vraiment à la place. On entend bien. J'espère que dans le chat, vous n'êtes pas trop endormis. J'espère que ça va bien toujours. Il y a encore 25 personnes. Vraiment, merci d'être là. C'est incroyable. Et vous pouvez bien sûr jouer au jeu. Du coup, c'est juste tous contre un. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu de à juste titre? Oui. Ok. Oui. Bon, en gros, c'est juste de savoir si un titre de PQR, qui sont souvent parfois. Oui, j'avoue, venez là. Ah, ok, venez là. Allez, go. Ouais, tu disais Mathis. Bon, je disais qu'on aime aussi la PQR pour parfois les titres un peu marrants qu'il y a dedans. Et du coup, on vous a concocté un petit jeu où on a pris les meilleurs des bourdes, des trucs comme ça, des trucs marrants sur la PQR grâce au compte à juste titre. Dédicace ici d'ailleurs. Vous avez interdiction de regarder les réponses qui sont sur PC. Ah oui, et on en a inventé d'autres. Et donc voilà, c'est juste un vrai ou faux, c'est pas plus compliqué. Je sais pas pourquoi je mets autant de temps. Mais c'est hyper clair au moins. Ok, bon, le premier, regardez pas. Hein. Le premier c'est il trouve un cep pendant la battue pour retrouver l'enfant égaré. Est-ce que ce titre a existé? Est-ce qu'un journal a titré avec ça? Tout est probable. Moi, je dis oui. Ouais. Tu dis oui, oui. Parce que c'est trop. Mais il y a un jeu de mots derrière. Il y a la battue, la cep, tu vois, dans la forêt, il y a un truc. Bah ouais, mais bon, à la base, ils cherchent quand même un enfant, et puis du coup, le média titre sur le cep, quoi. Ils ne disent pas si on a retrouvé l'enfant. Vous pensez quoi, vous? Ah, je pense que c'est un vrai titre. Et bah, c'est totalement vrai. Merci la Charente Libre. De la Charente Libre en juillet 2024. Et grosse dédicace à Antoine Benetou. Pour son beau titre. Pour son beau titre. Magnifique titre. Voilà. Bah, ça lui aura valu un petit temps. Ok. Voilà. Un autre titre, Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, a-t-il vraiment triché à Interville? Non. Ah, oui, je crois que j'ai vu passer ça. J'avais vu un truc comme ça, ouais. Je sais pas. C'est quoi Interville au juste? C'est un jeu. C'est un jeu. Ça date. Un jeu des années 80, c'est normal si t'as pas connu. Je sais plus si c'est Bruno Retailleau ou si c'est quelqu'un d'autre, mais il y a vraiment eu une affaire comme ça. Moi, je partirais sur un nom. Ouais, je pense que c'est pas Retailleau. Je pense que c'est un... Ah ouais? Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je valide tout titre qui commence par Bruno Retailleau à tricher. Je le valide. Et bah, c'est vrai. C'est vrai, merci BFM TV. Voilà, qui a fait ça. Autre vrai ou faux titre. Une fille retrouve son père au tabac après 10 ans. Il était, entre parenthèses, il était parti chercher des cigarettes. Non. Si, oui. Non. Vrai titre? Quand même pas. Mais tellement vrai, obligé. Obligé, en plus, c'est une belle histoire. Tu vas pas dire que c'est faux. Et ben, c'est faux! Désolé. Ouais, non. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Les rédacteurs chefs ont l'esprit. Et ouais. Bon. Écoute, peut-être un prochain titre. Hein. On va faire un petit avant-dernier. Allez. Selon le temps. Au championnat du monde de pierre, feuille, ciseaux, le tenant du titre est exclu après un puits. Oui, je veux qu'il existe. Non, si le championnat du monde, il s'y connaît quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, les rationnels. Ouais, mais c'est en plein feuille ciseaux, toi.
Est-ce que ça existe pas, genre un cheat code dans son pays, Après, tu vois Je sais pas, tu dois être en sédition. À tout moment, c'est juste un amateur qui a voulu faire une blague. Qui est arrivé au championnat. Mais si c'est vrai, c'est beau. Ouais. C'est- Bon, allez. Mais non, c'est faux, c'est Ouais, notre non. imagination. Désolé. On aurait bien aimé le voir. Et puis, on va faire un dernier. Donc ça se passe. Ouais, le buzzer. Ah ouais, faudrait installer un buzzer. Ouais. Pau. Donc Pau, une ville dans le sud-ouest, je sais pas si. Je viens de là, pour ceux qui savaient pas. Bah, voilà. Pau, 2 points. Condamné pour un cambriolage, virgule, il s'en bat les couilles devant le tribunal. Vrai. C'est vrai. Je suis sûre que t'as voulu mettre Pau. Mais non. C'est faux. Tellement vrai. Tu penses que c'est du chauvinisme pas loin? Voilà, exactement. Eh ben non, c'est Tellement vraiment vrai. vrai. C'est un vrai titre qui a été écrit par une journaliste de France Bleu. Voilà. Donc voilà, c'était le petit jeu du soir. Et ben que ça on vous a arrive plu, sur la que vous avez fin. appris des magnifiques titres. Voilà, on arrive sur la fin de cette émission. Si vous avez un petit mot de la fin, peut-être. Oui, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous serez les stars des télés de demain, ces émissions-là ressortiront à ce moment-là? Et on en sera très fiers. C'est beau de montrer les débuts. On va regarder où on était. On n'est peut-être pas conscient du risque, mais on est prêt à tous les risques. Problème de micro. Voilà, ça aussi. Ouais, non, et ben, vraiment, en tout merci cas, beaucoup d'être venus, ça nous a fait super plaisir. On espère que vous avez quand même passé un bon moment Mais oui, en mais notre c'est compagnie. très bien. Et puis merci à tous les chroniqueurs, chroniqueuses d'être venus. Et à la régie. Ça fait À la plaisir. régie, Et à la évidemment, régie. d'ailleurs. Bravo à vous. Stéphanie, Alizé et Jeanne qui étaient à la régie derrière. Et on remercie aussi Iris et je sais plus qui devrait faire le montage dans les chroniqueurs. Kevin Voilà, qui fera le montage aussi. vous allez nous retrouver aussi. On va nous retrouver un peu partout. Tout le live va être sur YouTube, On sur remercie, Spotify. deux formidables présentateurs. Oui, merci. Ah, Merci, Qui ont Mathis. géré Merci. les débuts à la fin. Et voilà. Et Non, mais vraiment, merci beaucoup, ça nous a fait super et plaisir. merci beaucoup au chat aussi. À dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines, Ah, dans on 2 recommence ça semaines. dans 2 semaines. Nouvel invité, nouveau thème, on n'a rien pour l'instant. Voilà. Mais on est là. Et on a hâte. Et merci Voilà. beaucoup. À bientôt, merci Pierre. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Faut cut le live.